Garland. So they're talking about, massively rearming Ukraine. What do you mean? Donc il parle de réarmer massivement l'Ukraine. Que voulez-vous dire par l'Ukraine? Qu'allez-vous faire si vous pouviez, ce qui est impossible? Qui utiliserait ces armes qu'ils introduisent? Des fantômes? Parce que c'est tout ce qui restera de l'armée ukrainienne. N'oublions pas qu'il y a un an environ, les Allemands disaient qu'ils allaient réarmer et qu'ils allaient sortir 800 milliards. Von der Leyen, vous vous souvenez? 800 milliards. Tous ces chiffres, nous les entendions il y a un an, venant de l'Allemagne et de l'UE, etc. Et maintenant, un an plus tard, ils n'ont pas un sou. L'Allemand moyen peut à peine se payer une bière et un schnitzel. Les Français et les Britanniques sont au bord d'un effondrement économique absolument cataclysmique. Donc l'idée que des pays complètement à sec puissent réarmer l'Ukraine et qu'ils envoient un tas d'armes qui devront être utilisées par des soldats morts parce qu'ils sont tous en train d'être éliminés. Ça n'a vraiment pas beaucoup de sens pour moi. Je suppose que je vais constituer aussi une flotte de Rolls-Royce. Voilà. Je vais créer une flotte de Rolls-Royce et eux vont concocter un plan de réarmement total pour l'Ukraine. Et ajouter à ça, quels sont leurs problèmes? Numéro 1, l'Ukraine manque de personnel. L'Ukraine dit depuis un certain temps, nous manquons de monde. Numéro 2, le complexe militaro-industriel de l'Occident est incapable de produire des armes. Donc, un complexe industriel qui ne peut pas produire d'armes va les produire magiquement et les envoyer à une armée qui n'a plus de personnel. Et au passage, les gens qui produisent ces armes sont fauchés et n'ont pas l'énergie de faire tourner leurs usines. Tout cela est une fantaisie tordue et malade. Il faut être absolument ignorant de tout ce qui se passe pour lire un article pareil et croire qu'il y a un quelconque fond de vérité. Ce n'est rien d'autre que de la propagande néocon. People. And oh, by the way, the people that are producing these weapons are broke and have no energy to run their factories. The whole thing is a twisted, sick fantasy that you have to be absolutely ignorant of everything that's going on to read an article like that and think that there's any truth to it, and that it's anything other than neocon propaganda. How about we get to, I think this is a good place to transition. Passons à ce qui s'est passé en Chine ces derniers jours. Tout commence avec le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et il y a eu beaucoup de panique, surtout parmi l'establishment de l'Occident collectif. Donald Trump lui-même a commenté. Voici le New York Times. Poutine reçoit un accueil de plus en plus chaleureux sur la scène mondiale. Les dirigeants eurasiens ont rencontré avec empressement le leader russe lors d'un sommet. Ils n'ont pas nommé l'Organisation de coopération de Shanghai, mais lors d'un sommet comme le président Trump a aidé à atténuer l'isolement lié à la guerre en Ukraine. Le sommet l'OCS a apporté des développements très concrets, surtout pour les relations Chine-Inde. La relation Russie-Chine s'est renforcée avec la signature du gazoduc Power of Siberia. Et ensuite, il y a eu la parade célébration de la victoire sur l'agression japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, le 80e anniversaire de cet événement. Donald Trump a tenu quelques mots choisis sur cette célébration juste avant le début de la parade, où il dit essentiellement « Transmettez mes salutations les plus chaleureuses à Poutine et Kim Jong-un ». C'est son message à la Chine pendant que vous complotez contre les États-Unis, et s'il serait question dans les discours de Xi Jinping du soutien des États-Unis à la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, sûrement sans comprendre que la Chine combattait le Japon pendant de nombreuses années avant que les États-Unis n'entrent en guerre. Et puis, il y a juste l'aspect visuel et ce qui a été accompli. Scott, je veux avoir ta réaction. Voir Poutine, Kim Jong-un et Xi Jinping marcher ensemble, saluer les vétérans, et puis bien sûr la promesse de Poutine concernant la visite de Kim Jong-un en Russie. Il se passe beaucoup de choses ici. Quelle a été ta réaction à tout cela? Et je n'ai même pas encore mentionné les nouvelles réalisations présentées par la Chine dans son complexe militaro-industriel. Tes impressions?
Well, I mean, nothing was unexpected. North Korea. Rien n'était inattendu. La Corée du Nord a envoyé des troupes combattre dans la région de Koursk. 101 morts, repoussant avec succès les forces ukrainiennes formées par l'OTAN. Donc pourquoi sommes-nous surpris que Poutine et Kim Jong-un s'embrassent? Nous savions qu'ils allaient s'embrasser. Nous savions qu'ils étaient amis. Nous savons qu'ils ont une relation stratégique. Xi et Poutine se parlent depuis un certain temps. Il y a eu des appels téléphoniques. Chaque fois que ces dirigeants se rencontrent, c'est cordial. Rien de tout cela ne surprend quelqu'un qui observe la scène. Ce n'est pas soudain. C'est le fruit d'années de relations solides entre ces trois leaders, naturellement enclins à se soutenir, mais contraints d'accélérer leur collaboration à cause des politiques irresponsables des États-Unis et de l'Europe, cherchant à cibler et isoler ces trois pays. Et si vous suivez les programmes d'armement chinois, rien ne devrait vous surprendre. Tout est public. Nous en avons parlé. Tout est là. C'est la réalité qui se manifeste. Et maintenant, le New York Times et l'Occident se réveillent face à ce fait. Un autre point, le dollar est mort. Après ce sommet de Shanghai, le dollar est fini. Plus aucune chance pour les États-Unis de conserver la pertinence du dollar. C'est terminé. Et c'est entièrement de notre faute, ce qui signifie Scott Bessent. Hey Donald Trump, si tu écoutes ça, vire ton secrétaire au Trésor, ce serait la meilleure décision après avoir licencié ton secrétaire d'État. Deux russophobes qui ne veulent pas la paix et ne cherchent pas la prospérité. Leurs politiques détruisent la crédibilité américaine. Mais rien de tout cela ne devrait surprendre qui que ce soit. Rien de ce qui s'est passé en Chine lors de ce sommet de l'OCS n'est surprenant. On aurait pu l'écrire à l'avance. N'importe qui, tu sais Danny, dans la région, aurait pu l'écrire et aurait eu 100% raison. Sûrement 2% de surprise au maximum. Le poids. Rien de tout cela n'a surpris, car ceux qui observent savent que c'était l'issue la plus prévisible imaginable. Je vois encore une fois l'Occident prouver à quel point il est complètement hors sujet. Les médias grand public, quelle blague. Le New York Times, je ne mettrais même pas mon oiseau là-dedans dans une cage. Voilà mon avis. Andre, to you, what was your reaction? Eh bien, André, et toi, quelle a été ta réaction face à ces événements? Tu pourrais parler particulièrement de certains aspects militaires que Scott a mentionnés. Je vais même en montrer un sur lequel vous pourrez tous réagir en revenant dessus. Il y en a un en particulier qui a choqué certaines personnes, le missile balistique intercontinental DF-5EC, qui peut transporter plusieurs ogives nucléaires et a un rayon d'action global très important. Je vais juste le montrer pendant que tu parles, André. Vas-y. Scott, tu as pratiquement tout résumé. Le point fondamental, c'est que ce que l'Organisation de coopération de Shanghai OCR accomplit, en plus de bien d'autres choses, comme indiqué correctement, il y a le Power of Siberia 2, appelé autrement maintenant, mais essentiellement c'est la même chose, est désormais officiel et signé. Et bien sûr, il y a la banque. Beaucoup de gens pensaient, et soyons francs, que l'OCS est, dans un sens très éloigné, la représentation militaire et sécuritaire des économies des BRICS, dans le cadre de cette intégration qui se met en place. Et donc évidemment la banque, et il faut comprendre, quand ils disent « Oh oui, nous ouvrons cette banque », ça signifie que le travail préliminaire a été fait, tous les problèmes majeurs ont été réglés, et oui, elle est totalement indépendante du système international, ce qui signifie le système dollar international. Le dollar continuera à circuler comme une autre monnaie, mais beaucoup de gens ont encore mal compris et espéraient voir une monnaie des BRICS. Il n'y en aura pas. Les Chinois adorent leur yuan, les Russes leur rouble, les Indiens leur roupie, et ainsi de suite. Mais il y aura évidemment un mécanisme de conversion. Ils pourraient créer une unité convertible, un peu comme le franc suisse pour les comptes internationaux. Donc ça restera quelque chose d'absolument secondaire. C'est comme ce qui s'est passé avec Lloyds. Voilà pourquoi Londres, la ville officielle, déteste les produits russes. Ils ont dit « Oh oui, nous n'assurerons pas vos navires ». La Russie a répondu « Très bien, nous sommes beaucoup plus riches que vous, vous êtes des pauvres. Nous sommes un pays très riche. » Et c'est tout. Très simple.
Et oui, Scott a absolument raison. Rien de tout cela n'a surpris ceux qui ont suivi la scène et qui ont un minimum de discernement. Nous avertissons, Garland m'a appelé, plein d'autres personnes, de cela depuis des années. Ce n'est pas comme si nous disions « Oh oui, regardez mon blog de 2014 ». J'avais déjà dit, les États-Unis, combinés avec l'Occident, ont tout gâché après les événements de Crimée et le début de la guerre en Ukraine, qui a vraiment commencé en 2014, pas en 2022. Et voilà le nouveau monde, la nouvelle réalité. Militairement, c'est désormais le bloc le plus puissant. Quoi qu'il se passe après, ce sera essentiellement la phase de mise en place des arrangements, la mise en place des mécanismes économiques. Et militairement, les Russes et les Chinois sont très proches. Ce n'est pas un secret qu'ils effectuent non seulement des exercices conjoints, mais patrouillent maintenant ensemble, y compris des patrouilles sous-marines dans la mer du Japon. Voilà le nouveau monde. Que dire d'autre? Yeah, yeah. Garland. Garland, quelle est ta réaction aux événements de l'OCS ainsi qu'à la parade? Well, my first thought was this. Okay, so Russia and its allies are building. Mon premier réflexe a été ceci. La Russie et ses alliés construisent des pipelines et la Chine et la Russie y investissent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain niveau de confiance. Ils doivent encore traverser d'autres pays. Pendant ce temps, l'Occident fait exploser ses propres pipelines. Les États-Unis font sauter les pipelines allemands, le Danemark les aide à camoufler ça. Il n'y a aucun honneur entre voleurs en Occident. Ils se volent mutuellement et détruisent l'infrastructure des autres. Il n'y a absolument aucune confiance. Ils cachent tout, dissimulent. Cette confiance existe bel et bien. Et je dirais, quelle entreprise, dans son bon sens, investirait aujourd'hui en Europe dans un gigantesque projet de pipeline, sachant qu'à tout moment, l'Empire américain pourrait décider qu'il n'aime pas ce projet et le faire sauter avec le gouvernement local complice pour le couvrir. Ces projets d'infrastructures massifs appartiennent au passé. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas les moyens. Je pense que le fiasco du pipeline Nord Stream restera comme l'un des événements fondateurs qui ont condamné l'Occident et la machine industrielle européenne, notamment allemande. Aujourd'hui, personne ne signerait les contrats signés à l'OCS ou à Vladivostok, Saint-Pétersbourg et dans d'autres grands forums économiques, car il n'y a aucune garantie qu'un projet ne sera pas détruit pour des raisons politiques. Donc je vois de la confiance, la volonté d'investir et des personnes prêtes à collaborer. Leur seule contrainte sera probablement des drones et des caméras pour protéger les pipelines et infrastructures contre les fous de l'Occident. Mais ils pourront avancer sur ce type de projet qui nécessite confiance et investissement financier majeur. Yeah, Scott, before I get back to you, because I know our other two esteemed guests do have time constraints. Scott, avant de revenir vers toi, car nos deux autres invités ont des contraintes de temps plus strictes, je reviens vers toi, Garland, pour tes réactions finales. Et toi, André, expert militaire, donne ton avis. Quel message envoie la Chine avec le lancement du Dongfeng, le missile stratégique intercontinental nucléaire DF-5C, qui a une portée de frappe très puissante? Il est important de préciser que la Chine a une politique de non-premier emploi, mais ils l'ont montré lors de la parade et cela a suscité de très fortes réactions. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, ainsi que du développement global du complexe militaro-industriel chinois et russe? Je pense que les deux ont énormément progressé au cours des dernières décennies, jusqu'à atteindre ces réalisations impressionnantes. Quel est ton avis sur ce sujet? Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes réagissent ainsi. La Chine a démontré, pas sur tous ses systèmes, mais sur certains missiles balistiques intercontinentaux, qu'ils sont effectivement intercontinentaux. Ils volent et atteignent leurs cibles. Donc lorsque l'on compare cela aux explosions nucléaires d'Hiroshima ou de Nagasaki, on peut avoir des ogives thermonucléaires de type mégatonne. C'est normal si besoin est, SFA, mais tout dépend aussi de la capacité à transporter plusieurs éléments.
comme des véhicules de glisse hypersoniques et manœuvrables. C'est un développement naturel des technologies. Et que dire d'autre? C'est normal. Avec un pays à l'économie immense, industrielle comme la Chine et des domaines scientifiques appliqués en très rapide développement, il est évident qu'ils peuvent développer ce type de système. Cela ne surprend absolument pas et je ne comprends pas pourquoi les gens s'excitent autant. La Chine a simplement démontré sa capacité. Ils l'ont montré sur la place Tiananmen, au monde entier. Nous sommes capables. Voilà. Nous pouvons discuter longuement des lacunes chinoises, et elles existent, notamment en termes de déploiement nucléaire et de la force sous-marine. Mais il n'y a aucun doute, ils développent sérieusement leurs bases militaro-industrielles et certaines armes. C'est un développement organique et normal pour un pays disposant d'industries gigantesques comme la Chine. Comprenez-vous? La Chine construit désormais cette flotte de surface à un rythme inouï. Seuls les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été capables de produire un tel nombre de navires de combat. Mais n'oubliez pas, il s'agissait de navires des années 40. Ceux-ci sont modernes, nécessitent des technologies complètement différentes et sont très coûteux. Donc, si vous regardez l'industrie navale chinoise, je n'ai même pas assez de mots pour la décrire. C'est monstrueux. C'est juste insensé. Et quand j'explique cela aux gens, ils sont toujours surpris par ce chiffre. La Chine produit en acier et en fer, indispensable, 10 fois plus que la Russie, alors que la Russie produit légèrement plus que les États-Unis. Cela montre l'ampleur des choses. C'est un développement organique. Écoutez, je dois filer les gars. Merci de m'avoir vu, Scott. Ne laissez jamais M. Tario. Franchement, j'ai failli exploser l'écran. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne sais pas. Eh bien, André, content de te voir. Content de te voir. Très bien, les gars. Garland, même question All pour right, toi. Je vais également vous Garland, montrer une image qui circule. Politics, and I wanted montre to la just show différence this entre les image, which dirigeants has been going occidentaux around, et ceux the de ce difference monde between multipolaire Western leaders en and the leaders ascension. of this rising Garland, multipolar tes world. impressions, Garland, je sais que tu as des contraintes your de temps, thoughts. I je know vais that you have some quand time même te constraints donner too, la so I parole. wanted to get to you. Yeah, well, one of the things I think that Oui. Une des choses que je vois, c'est que la Chine souligne qu'elle dispose d'une force de dissuasion nucléaire. Je pense qu'ils comprennent le danger du plan diabolique des États-Unis visant à éliminer la Chine et que face à l'incapacité des États-Unis à attaquer la Chine par des moyens conventionnels, ils planifieraient éventuellement d'utiliser des proxys, comme les Philippines, et peut-être envisager l'utilisation de certaines armes nucléaires tactiques ou d'autres types de forces nucléaires contre les Chinois. La Chine envoie clairement un message. N'y pensez même pas. N'imaginez pas que le fait d'avoir plus d'armes nucléaires que nous vous permettra de nous attaquer avec des armes nucléaires tactiques, locales ou intermédiaires, sans que nous réagissions. Nous avons la capacité de vous atteindre. Bien que ce soit dangereux, un mauvais mouvement, et nous sommes tous perdus. Je comprends ce que fait la Chine. Ils agissent vraiment en mode dissuasion pour faire comprendre aux États-Unis qu'ils sont désormais faibles sur le plan conventionnel, notamment pour soutenir un conflit militaire contre nous ou tout autre pays. Ils pourraient être tentés de passer directement à l'arme nucléaire, mais il ne faut même pas y penser, car les conséquences seraient très rapides et sévères. C'est exactement le principe de la dissuasion nucléaire. J'apprécie tout le travail que Scott fait pour calmer cette agitation nucléaire mondiale. Nous devons tous soutenir Scott dans cette mission, notamment pour anticiper l'éventuelle expiration des traités nucléaires en 2026. Nous devons faire tout notre possible pour que la situation ne devienne pas incontrôlable. Yeah, Scott, that's exactly what I was thinking as I saw this, because China's very clear. If you watch the Oui, Scott, c'est exactement ce que je pensais en voyant cela. La Chine est très claire. Si vous regardez la parade et les médias qui la couvraient, tout le monde disait que c'était une démonstration de dissuasion. La politique chinoise de non-premier emploi est pleinement respectée. Il ne s'agit pas nécessairement d'envoyer le message qu'une guerre nucléaire est inévitable, mais de montrer qu'ils disposent de capacités pour dissuader effectivement sans utiliser ce mot
ou comme le dirait Pete Hegseth. Scott, quelle est ta réaction à cela? Parce que je pensais à tout ce que Garland vient de dire, au travail que tu fais et au fait que nous sommes à un point où des pays comme la Chine sentent qu'ils doivent montrer qu'ils ont la capacité de se défendre avec ces moyens si la situation y conduit. Mais le problème, c'est justement si nous en arrivons là. No, first of all, thank you, Garland. Thank you, Danny, for bringing up the. Non, tout d'abord, merci Garland. Merci Danny d'avoir évoqué ce travail. C'est un travail important. Nous avançons, nous verrons ce qui se passera. Mais regardons le DF-5. C'est un missile à moteur liquide. Les gens doivent savoir que le système présenté en 3 parties peut être vide. Il ne peut pas être tiré. Il pourrait même s'agir de maquettes, parce qu'on ne voudrait normalement pas qu'un missile opérationnel soit soumis aux vibrations sur route. Mais le fait est qu'il y a 20 de ces missiles en service opérationnel. Il faut 2 heures pour les alimenter en carburant. Il faut les sortir d'un tunnel, les lever, puis encore 2 heures pour le carburant. Si jamais nous en arrivions là, la Chine aurait neutralisé les forces américaines sans que nous le sachions. Mais ce n'est pas une arme de première frappe. C'est littéralement une arme qui dit « Nous avons la capacité de vous atteindre et d'infliger de sérieux dégâts si la guerre dégénérait. » 12 ogives indépendamment ciblées par missile, 20 missiles, cela fait 200 ogives, soit environ 40 vies américaines détruites. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Les Chinois disposent d'un meilleur système, le DF-41, un missile à propergol solide dans un silo. Ils ont construit, j'oublie le nombre exact, 1000 silos et quelques centaines de missiles qu'ils déplacent comme un jeu de coquilles géant dans l'ouest de la Chine. Les États-Unis, pour les neutraliser, devraient frapper les 1000 silos avec une ogive par silo. Mais il en faut 2 par silo, soit 2000 ogives. Plus que toutes les ogives que nous possédons dans le cadre du traité New START. Mais nous vivons dans un monde très dangereux. La Chine est en phase de rattrapage. L'une des grandes réalités déstabilisantes, c'est qu'à cause des politiques irresponsables de Donald Trump et Joe Biden, nous avons redéfini nos plans de guerre, en envisageant la possibilité d'une préemption nucléaire contre la Chine. Nous avons retravaillé nos ogives. Ted Postol explique très bien les mécanismes de fusion des ogives d'U-76 sur les sous-marins Trident. Mais les Chinois disent « Attendez une minute, vous planifiez une préemption pour nous neutraliser et enlever notre dissuasion? Très bien. Alors, nous allons fabriquer un grand nombre d'armes nucléaires et rattraper notre retard. » Mais du point de vue américain, disons que la Chine a 1550 ogives déployées, la Russie aussi, nous aussi. Nous ne considérons pas que ce sont 3 nations égales. Nous pensons, les Russes et les Chinois ensemble ont 3150 ogives et nous sommes en danger. Il faut anticiper. Il faut arrêter cette course aux armements avant qu'elle ne commence. Mais cela exige que les États-Unis soient responsables, car la raison pour laquelle la Russie et la Chine modernisent et développent leurs forces nucléaires, c'est à cause de politiques irresponsables des États-Unis. Retrait du traité ABM par George W. Bush en 2002, retrait du traité INF par Donald Trump en 2019, et maintenant, Trump pourrait laisser expirer le New START, dernier traité de contrôle des armements, début février 2026. Si cela disparaît sans remplacement, comme dit l'adage, Cathy ferme la porte. Nous serons en pleine course et ce sera catastrophique. C'est donc un sujet crucial. Il est parfois difficile de rester concentré car il y a tout le reste autour. Non seulement l'Ukraine, mais le danger iranien, Israël armé nucléairement, l'expansion du conflit avec les Houthis, Gaza et toujours à l'horizon Taïwan qui attend apparemment d'être envahi. Nous vivons dans un monde très dangereux. Et il serait meilleur si nous pouvions arrêter la prolifération nucléaire et commencer à respecter les promesses du TNP. Non seulement stopper la prolifération, mais réellement réduire les armes nucléaires. Elles sont inutiles. J'ai discuté récemment avec un analyste suisse qui m'a dit « La destruction mutuelle assurée n'est qu'une façon sophistiquée de dire suicide. » C'est exactement comme il faut le voir. Tant que nous avons des armes nucléaires, nous préparons littéralement notre propre suicide. Et je pense que le monde serait meilleur si nous ne préparions pas
notre suicide. preparing to commit suicide. Yeah, and it's important, as you noted, Scott. Also, get to the root cause of this: the irresponsible, aggressive. Oui, et c'est important, comme tu l'as noté, Scott, de remonter à la cause, les politiques irresponsables et agressives des États-Unis sur les dernières administrations. Garland, avant de partir, un dernier commentaire. Scott et moi resterons pour couvrir d'autres sujets qui nécessitent notre attention, notamment le conflit nucléaire. Tes dernières réflexions? One of the things that I found interesting was the New York Times saying that Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le New York Times disait que Trump assouplit l'isolement de Poutine. Aussi absurde que cela paraisse, en observant la situation depuis le début, l'isolement signifie simplement que l'Occident, États-Unis et alliés, ne les aiment pas. Mais la majorité du monde considère la Russie comme une partie intégrante et très importante de son futur. Cela montre à quel point l'illusion et la propagande sont fortes aux États-Unis, empêchant le peuple de prendre de bonnes décisions politiques et d'assurer l'avenir de leurs enfants, car ils ont été trompés et manipulés par les médias américains. Encore une fois, les gars, c'est très important. Ce que vous faites, Denny, ce que tu fais, Scott, peu importe ce que j'essaie de faire, ce que nous faisons est critique. Ce que nous faisons est important parce que vous n'avez pas de démocratie. Vous savez, tout ce discours sur la démocratie, je me fiche de ce à quoi ressemblent les votes. Je me fiche si vous utilisez des machines, des bulletins papier, tout cela. Si les gens votent parce qu'ils croient qu'un gars est un loup-garou, l'autre un zombie et l'autre un vampire, peu importe la pureté du système, vous n'avez pas de démocratie sans électeurs informés, sans un électorat informé. Donc je pense que c'est important, Denny, continue le bon travail, Scott aussi. Et nous continuons à essayer d'informer l'électorat. Et tout le monde dans le chat, la chose la plus importante que vous puissiez faire, et les filles aussi, c'est de partager ce contenu sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux. Voilà, c'est à peu près ma sortie. Oui, bien sûr. Super de te revoir, Garland. Nous resterons certainement en contact. Votre chaîne YouTube est dans la description de la vidéo. Les gens peuvent donc vous suivre aussi. Passez une bonne journée. Très bien. Merci beaucoup. À plus tard, Scott. Très bien, prends soin de toi. Right. So, Scott, let us get to this final front. Bon, Scott, abordons ce dernier front que je voulais couvrir, car des développements ont eu lieu et il a été difficile de suivre. Tout d'abord, je voulais te parler d'Israël. Il y a ce que l'on observe souvent avec Israël dans cette campagne génocidaire à Gaza et ses objectifs. Expansionniste dans la région, une préparation qui dure genre semaines et semaines pour ce qu'ils appellent l'occupation de la ville de Gaza. Il y a eu quelques accros. Par exemple, l'armée israélienne a du mal à mobiliser tous ces jeux. Ils pensent qu'ils veulent 60 000 réservistes, en plus de ce qu'ils utilisent déjà dans cette campagne. Et ils ont des difficultés parce que les gens ne veulent plus le faire. Cela dure depuis plus de 2 ans maintenant. Ensuite, la réalité est qu'il ne sera pas si facile d'entrer dans Gaza, avec des milliers et des milliers de troupes. Et il y a déjà des embuscades et diverses actions menées par ces forces, le Hamas et d'autres groupes de résistance pour le 30 août, où certains ont été capturés, et Israël a complètement censuré cette histoire dans le quartier de Zaitoun. Mais à Zaitoun, à Gaza, les combats continuent. Beaucoup se demandent si le taux de perte pour Israël va exploser s'il décide d'envoyer des dizaines de milliers de soldats profondément dans Gaza. Et puis il y a le Yémen. Scott, le Yémen vient de subir une frappe majeure de décapitation par Israël, qui a tué plusieurs de leurs généraux et dirigeants politiques, mais ils poursuivent néanmoins leurs opérations. Ils tirent ces missiles, et un développement intéressant concernant ces missiles, Scott, c'est qu'ils ont maintenant ce qu'ils appellent un missile à sous-munitions, capable de tirer plusieurs ogives en un seul tir, ce qui cause des problèmes aux défenses aériennes israéliennes. Scott, quelle est ta réaction face à ces développements et où en est-on ici? Well, first of all, Israel's not going to win this war.
Tout d'abord, Israël ne va pas gagner cette guerre. Il n'y a pas de plan. Je ne sais pas combien de fois, c'est comme regarder les Allemands précipiter des troupes dans l'usine Barikadi à Stalingrad. Peu importe combien de fois vous envoyez des troupes fraîches, vous foncez, les Soviétiques sont retranchés et ils vous repousseront. Le Hamas n'ira nulle part. Tu as dit que nous approchons de 2 ans de ce conflit. En réalité, Israël estimait qu'au début de ce conflit, le Hamas et le djihad islamique comptaient entre 30 et 40 000 combattants actifs. Et après 2 ans de guerre, Israël dit qu'ils en ont tué 8 900. Mais ce ne sont pas tous des tireurs. Le nombre de tireurs réels est sûrement moins de la moitié. Beaucoup des 8 900 sont des postiers, des enseignants, n'importe qui touchait un salaire du Hamas. Si vous étiez un homme en âge militaire et payé par le Hamas pour une quelconque fonction, vous étiez considéré comme un militant du Hamas et compté parmi les victimes. Mais le nombre de tireurs réellement tués par Israël est extraordinairement faible. Et autre point, le Hamas a mené une campagne de recrutement très efficace pendant ce conflit. Surtout pendant le bref cessez-le-feu qui a existé, ils ont pu attirer encore plus de main-d'œuvre. Leur réseau de tunnels est intact à plus de 80%. Les Israéliens continueront simplement à être massacrés et nous voyons le Hamas réussir davantage à éliminer un plus grand nombre d'Israéliens lors d'embuscades planifiées. Et à mesure que la volonté israélienne de poursuivre le combat diminue, des erreurs seront commises. Ils deviendront négligents sur le terrain. Le Hamas, lui, ne deviendra pas négligent et le nombre de victimes augmentera. Politiquement, c'est une situation insoutenable pour Israël. Netanyahou est désespéré. C'est pourquoi il parle de ce besoin de réaliser ce qui est, en fait, l'équivalent moderne de l'opération de liquidation du ghetto de Varsovie menée par les nazis en utilisant leur proxy ukrainien. C'est ce que Netanyahou et ses maniaques génocidaires d'extrême droite proposent. Annihiler physiquement les Palestiniens, les supprimer. Jared Kushner, le gendre du président, a fait une déclaration stupide sur le bulldozage du Negev et le déplacement de ses populations, comme s'il ne comprenait pas ce qu'était le droit humanitaire international. Oh, il ne comprend pas. Et ne comprend pas ce qu'est un criminel de guerre. Il en est un. Israël ne va tout simplement pas gagner. Nous voyons une résistance croissante de la population israélienne, des centaines de milliers de personnes dans les rues. C'est curieux. Je note toujours que, vous savez, les anciens commandants des forces nucléaires américaines du Strategic Command, etc., lorsqu'ils prennent leur retraite, presque sans exception, disent immédiatement « Nous devons nous débarrasser de toutes les armes nucléaires. Nous devons aller vers zéro nucléaire, plus d'armes. » Mais quand ils étaient commandants, ils disent « Non, nous avons modernisé notre plan de frappe et nous sommes prêts à faire… » Presque aucun ancien responsable du renseignement israélien ou général ne soutient cette campagne. Presque, j'oublie le nombre exact ayant signé la lettre, mais c'était très élevé. Presque tout le monde disait « Cette guerre est stupide, nous devons l'arrêter, nous ne gagnons pas. » Haaretz vient de publier un article en une qui affirme que les Palestiniens se sont montrés comme le peuple le plus admirable de l'histoire moderne pour défendre leur patrie. Et le choix des mots est intéressant. Leur patrie, reconnaissant qu'il existe une patrie palestinienne, Israël ne va tout simplement pas gagner. Et c'est là que je me mets en difficulté, mais tant pis, je m'en fiche. Israël n'allait jamais gagner. Je l'ai dit dès le début. Mais comme tu l'as indiqué, tu sais, je dis aussi que la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Je crois fermement que Sinwar et les autres planificateurs du Hamas savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont initié le 7 octobre. Ce n'était pas un plan paniqué. C'était très soigneusement exécuté pour obtenir un résultat très spécifique. Et ce résultat était de pousser Israël à entrer dans Gaza et ensuite de laisser Israël être Israël. C'était le plan. Et ce n'est qu'en laissant Israël être Israël que le monde se réveillerait face à la réalité horrifique de ce qu'Israël est réellement. Vous voyez, Israël a pu se déguiser derrière ce vernis de civilisation. Je veux dire, laisser beaucoup d'Américains croire qu'ils sont littéralement juste un 51e État, je veux dire. Nous parlons juste hébreu, mais nous sommes comme vous.
Je sais que c'était le cas quand j'ai visité Israël. Ils étaient tellement fiers de leur relation étroite avec l'Amérique. Nous sommes comme vous. Mais ils ne le sont pas, parce qu'ils nous espionnent. Ils tuent nos marins. N'oubliez jamais l'incident du Liberty. Ce ne sont pas nos amis. Et ils commettent des meurtres de masse. Ce sont des gens horribles. Horribles. Les sionistes sont horribles. Nous avons fait semblant trop longtemps qu'Israël est une nation respectable, que sûrement certaines personnes font des erreurs. Mais Israël, il n'y a rien. Non, la vaste majorité du peuple israélien soutient ce qui se passe contre les Palestiniens. Les gens dans la rue ne disent pas « arrêtons la guerre parce que nous tuons les Palestiniens ». Ils disent « arrêtons la guerre parce que nous voulons récupérer nos otages ». C'est tout. Ils restent là. Ils ne versent pas une larme. L'autre jour, 7 enfants faisaient la queue pour avoir de l'eau parce qu'Israël a coupé l'eau, et les Israéliens les ont bombardés, tuant ces enfants et d'autres adultes là-bas pour le crime d'avoir soif. Le Hamas a été génial en laissant Israël être Israël. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde tourne le dos à Israël. Israël est fini. C'est terminé. Tout le monde les reconnaît pour ce qu'ils sont. Un État horrifique, génocidaire, meurtrier, qui ne peut exister que s'il se nourrit de la terre des Palestiniens. Israël n'a plus aucune légitimité, sauf aux yeux de l'administration Trump. Mais Donald Trump lui-même a reconnu qu'en Amérique, le soutien à Israël s'effrite rapidement, parce que les Américains se réveillent et voient la réalité de cette nation génocidaire et parasitaire. Donc je pense que nous ne parlons pas d'une victoire stratégique israélienne dont parlait Netanyahou, mais d'une défaite stratégique israélienne, qui entraînera non seulement la défaite militaire de l'armée israélienne à Gaza, mais aussi l'effondrement économique. Personne ne veut plus investir en Israël. L'effondrement social, les gens ont perdu confiance en leur gouvernement, et en fin de compte, la disparition de cet État sioniste. And Scott, Et Scott, cela pousse logiquement vers une guerre avec l'Iran, ce qui a été démontré en juin 2025. Une telle guerre serait très difficile à mener pour Israël, voire impossible. Et vous savez, tous ces éléments que vous avez listés, nous pouvons aussi ajouter le fait que plus Israël agit ainsi, plus il va se créer d'adversaires régionaux. Il en a déjà un très fort, un qui, malgré une frappe de décapitation majeure contre Ansar Allah au Yémen, ne s'arrête pas. En fait, ils intensifient leurs actions. Ils touchent maintenant davantage de navires dans la mer Rouge. Ils tirent différents types de missiles sur Israël. Et alors que nous savions toujours, Scott, que Israël avait la soi-disant supériorité militaire, ils pouvaient tuer beaucoup de gens, ils l'ont fait et ils vont continuer. Je pense que le contexte plus large révèle une réalité différente. Je pense par exemple à l'esclavage aux États-Unis. C'est une histoire vraiment horrible, mais qui a duré longtemps et qui s'est finalement terminée. Parce que, d'une part, il y a eu la résistance, et d'autre part, l'impossibilité de la faire perdurer, pour ce facteur et bien d'autres. Il semble qu'Israël se soit mis dans une situation très similaire, ou du moins c'est ainsi que je la vois.